RCN. Le son de la différence. Bonsoir à tous et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma. Et oui, donc, la bande-annonce de Last Action Hero, film légendaire de 1993. On va revenir donc sur ce film, sur une émission complète là-dessus. Et avec moi, j'ai Guillaume. Comment tu vas, Guillaume ? Bah écoute, ça va bien. Pardon, oui, ça va très bien, et toi ? Eh ben écoute, ça va. Donc on va revenir super. sur ce film quand même parce qu'il a une sacrée histoire. C'est un film qui permet de montrer à quel point une société de production est tellement sûre d'elle qu'elle peut se planter en beauté. Je parle en termes de chiffres notamment. On parlera à la fin de l'histoire comment ce film en fait est passé d'énormes gadins finalement à film culte au fur et à mesure du temps. On en parlait avec Joe il n'y a pas longtemps qui disait que c'est vrai que c'est des cassettes qu'on retrouvait dans les Quick ou dans les McDo et tout, et qu'on retrouvait ça. Il a eu un gros succès grâce au vidéoclub en fait, et ces échanges de cassettes, aux trucs télécassettes et tout, qu'on pouvait couper les enregistrements. C'est un peu comme ça aussi qu'il a réussi à devenir culte. Et puis c'est un film qui a bercé notre enfance, quoi. Et oui, donc et il faut quand même le signaler, donc Last Action Hero, c'est un projet qui a tenu de longue haleine pendant pas mal de temps. Mais avant Last Action Hero, il y avait Extremely Violent. C'est le projet de base en fait, donc a été écrit par Adam Leff et Zach Penn tout de suite après leur sortie d'études de cinéma. Et donc ce projet-là, c'est très intéressant de revenir là-dessus parce qu'en fait c'était une toute première version de ce qu'allait devenir Last Action Hero. Déjà le projet en fait s'ouvrait sur une citation d'Hamlet et vise donc à parodier le blockbuster hollywoodien qui triomphait à cette époque-là. Donc on est sur l'ère du cinéma d'action post-Reaganien, très revanchard, très l'Amérique qui gagne, comme on pouvait le voir notamment dans les films de Stallone, que ce soit de Rambo 2 en passant par Cobra ou à d'autres, et forcément de Schwarzenegger. Et d'ailleurs, Zach Penn et Adam Leff étaient déjà dans l'idée, dans l'optique, dans leur écriture, en fait, de penser à Schwarzenegger dans le rôle principal. Ils ont avant l'écriture, ils ont regardé beaucoup de films des années 80, que ce soit, tu l'as dit, Cobra, Commando. Ils en ont regardé des tonnes et des tonnes et des tonnes, et ils ont eu envie un peu de faire cette lettre d'amour du film des années 80. Et la première personne à qui ils ont pensé dans ce personnage du texte qu'ils ont écrit, c'est Arnold Schwarzenegger. Ils voulaient que ce soit Arnold Schwarzenegger, et d'ailleurs le personnage à la base s'appelait Arno. Ouais. Alors, donc forcément, on a donc deux petits jeunes qui font un scénario, ils ne sont pas connus, donc pour se faire connaître, ils mettent en place une espèce de combine pour se faire connaître, notamment leur scénario à travers les studios hollywoodiens. Ils vont faire appel à des amis qui sont déjà dans le milieu, qui bossent dans des petits studios, et donc ils vont essayer de plus ou moins essayer de demander à conseiller notamment l'agent et futur producteur Chris Moore d'acheter le scénario, et donc en fait il le présente vraiment comme le véhicule parfait pour notamment un de ses poulains qui était Arnold Schwarzenegger. Donc avant que Moore se rende compte de la supercherie, parce qu'en fait il s'est rendu compte qu'en fait plusieurs personnes se connaissaient quand ils lui ont proposé cette idée de scénario, il avait déjà signé un contrat pour le studio. Donc le projet finalement Last Action Hero avait déjà été mis en place avec la Columbia derrière, et d'ailleurs la Columbia se rend compte qu'en fait avoir Schwarzenegger dans un film d'action qui parodie le cinéma d'action, pour eux ils voyaient déjà en fait que ce film-là, ce projet-là pourrait être le plus gros futur succès de 1993. Ils voient aussi tout l'autour qu'il pourrait y avoir avec tout le merchandising, les jouets, les jeux vidéo. C'est vraiment tout ce qui englobe. On va en parler film, par la suite parce que ça va montrer aussi une école semblable de ce que l'on peut faire et ne pas faire dans l'exploitation du cinéma tout court. Alors forcément, avec ce projet, ce studio, cela attire donc tout de même Schwarzenegger qui devient acteur et producteur exécutif pour la première fois de sa carrière d'ailleurs au projet. Donc en fait il va tout de suite dans la pré-production pointer du doigt en fait les défauts du scénario et notamment son extreme violence. Donc Extremely Violent ne va plus devenir forcément aussi le titre du film. Et donc sous les ordres du studio, il va évincer Penn et Leff et va faire appel également donc à d'autres membres du milieu, on va dire des scripts du milieu hollywoodien, et notamment un certain Shane Black.
Shane Black qui a été C'est un nom très important. très important puisque juste avant il avait écrit le scénario de L'Arme Fatale qui est devenu L'Arme Fatale, un film on l'a déjà très, vu dans très, Predator, il connaît Schwarzenegger. Donc il a déjà il a travaillé après avec le réalisateur qui va devenir McTiernan. McTiernan. C'est des gens qui se connaissent en fait, ils ont déjà travaillé ensemble, donc on peut dire qu'il y a il y a déjà, ils se sont déjà sentis, ils savent déjà comment ils travaillent ensemble et ils savent qu'ils font du bon travail ensemble. Voilà. Donc c'est vrai que le CV de Shane Black, déjà à cette époque-là, on est encore au milieu des années 90. Shane Black, enfin début plutôt des années 90, Shane Black est déjà extrêmement reconnu dans le milieu. C'est lui qui a finalement relancé, même qui a mis dans un point d'exergue absolu le Buddy Movies. Donc il est le créateur de L'Arme Fatale. Il a vendu son scénario à l'âge de 23 ans, c'est quand même pas rien. Et c'est vrai donc Shane Black, forcément, c'est une figure, c'est une pointure du milieu, notamment dans l'écriture, et c'est surtout aussi grâce à Shane Black que le nom de John McTiernan en fait va arriver aux portes de la réalisation. Alors c'est vrai qu'il y avait plusieurs noms qui avaient été mentionnés, notamment la Columbia à un moment donné s'est dit tiens, on pourrait essayer d'avoir Spielberg commençait à préparer la liste de Schindler. On avait de l'autre côté aussi Robert Zemeckis, mais Zemeckis était également déjà pris. Donc arrive McTiernan, qui lui vient du milieu du cinéma d'action, il faut quand même le rappeler, donc c'est notamment le réalisateur de Nomads, mais surtout Piège de cristal, qui est donc un énorme succès à cette époque, et qui a lancé la carrière de Bruce Willis. Et qui fait très drôle, à la base il voulait pas Bruce Willis, il voulait un certain Arnold Schwarzenegger. Voilà. Et donc c'est pour ça que Bruce Willis a pris beaucoup de muscles pour ce film. Mais voilà, donc McTie... aussi lui, donc comme Schwarzenegger, en fait, il n'approuve pas le scénario, il va demander de le réécrire. Malheureusement, le résultat ne plaît toujours pas à Schwarzenegger, la montre continue de tourner, et donc chez Columbia, c'est la panique. Le studio va engager à tour de bras des script doctors, donc on a notamment William Goldman. William Goldman en fait notamment a été un spécialiste dans l'écriture de personnages, donc lui c'est simple, ça va être 4 semaines et $1 million. On a aussi également Larry Ferguson et même Carrie Fisher, dont la participation fait assez sommaire à l'écriture. Elle va notamment s'occuper des personnages féminins qui n'ont pas de grosse importance. Ils l'ont su que très tard, parce que Carrie Fisher avait une on le sait peut-être pas, mais en fait Carrie Fisher en fait dans l'histoire du cinéma hollywoodien est une script doctor en plus d'être une actrice. Elle a fait beaucoup notamment de projets de scénario ou de la réécriture de scénario, mais était très rarement créditée en fait. Elle ne voulait pas que son nom aussi apparaisse généralement dans la plupart de certains de ses projets, quoi. Elle le faisait vraiment dans l'ombre, un peu entre guillemets, quoi. Ça s'est su vraiment très tard qu'elle avait travaillé sur les personnages féminins du film, effectivement. Voilà. Alors le projet obtient finalement le feu vert en 92. Schwarzenegger approuve le scénario. Le budget est estimé entre 60 et 85 millions de dollars, ce qui est absolument énorme, dont 15 millions rien que pour la poche de ce bon vieux Schwarzy. Le tournage est titanesque, car ils vont avoir des contraintes absolument dantesques, notamment des contraintes de restriction de temps absolument drastiques, car une date de tournage est fixée et ne va pas être changée. Donc ils ont eu des retards à l'écriture en pré-production, et la date de tournage, la date de sortie du film ne va pas changer, elle est fixe, elle est définitive, c'est le 18 juin 1993. Quitte à jeter de l'argent par les fenêtres, c'est ce qu'ils vont faire. Ils veulent absolument, le Compton, c'est ça qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, il veut absolument, ne sais pas pourquoi, il est buté sur ça. Il est borné. Le film ne sortira pas un autre jour. Il demande plusieurs fois à repousser parce que justement, comme tu dis, avec au niveau de la production, au niveau du montage, ça prend beaucoup de temps et tout, et donc du coup à chaque fois ils ont des demandes. McTiernan fait des demandes pour pouvoir repousser la sortie du film, et Compton lui il est clair et net, non, ça ne bougera pas. Ce sera le 18 juin 93, pas plus tard, pas avant. Voilà, exactement. Donc, c'est la post-production qui va notamment aussi souffrir. Je dirais même, c'est peut-être on va dire la post-production qui va le plus souffrir de ces contraintes. Notamment, elle est réduite à 10 semaines. C'est un créneau absolument, très très court. En fait, c'est même quasiment une opération de survie totale. D'ailleurs, McTiernan le dira dans pas mal d'interviews. En fait, pour lui, il n'a pas fait de montage. Il a clairement pas eu le temps de réfléchir, d'avoir de moments de réflexion pour monter le film. Donc c'est pour ça qu'aussi il explique qu'il y a pas mal d'erreurs de faux raccords ou de choses comme ça. Et c'était limite, il disait que c'était presque du tourné-monté. Ouais. Qu'ils ont c'est ce qu'il dit, coupé le début, coupé la fin. Enfin, ils ont coupé les claps, et c'est vraiment le premier tournage qui a été fait, quoi. Ils étaient à un tel point de réduction de temps de post-production qu'il n'a pas pu faire autrement, et il est obligé de
En fait, la plupart des scènes que vous voyez, c'est des scènes qui ont été tournées tout de suite. Quoi. Exactement, oui, il y a eu très très peu de reprises d'ailleurs. Alors en plus, comme il y a beaucoup de scènes d'action, donc en plus, il ne faut pas les foirer. Donc toute la pression est mise à plan sur McTiernan, d'ailleurs, qui, en bon parano qu'il est, notamment pensait même que Shane Black, Arnott et Schwarzenegger complotaient contre lui. Oui. C'est une habitude en fait chez McTiernan, je pense. Ce qui n'était pas le cas. Non, pas du tout. Surtout qu'en plus, en fait, il y a tout sur l'histoire du scénario, c'est assez fou. Enfin, Leaf et Penn, ils se font évincer du scénario, mais ils sont quand même là dans les phases d'écriture avec Shane Black et David Arnott. Oui. Puis après, c'est David Arnott et Shane Black qui se font aussi petit à petit évincés par rapport à Goldman. Et du coup, on arrive Goldman, voilà. Et puis après, McTiernan, lui, il réécrit encore quelques petits trucs par-dessus. Et donc Shane Black, il vient juste faire vraiment une visite de sympathie pour aller voir Schwarzenegger. Il voit qu'ils rentrent McTiernan les voit rentrer dans leur coulisses, leur loge, quoi. Et la loge de Schwarzenegger. Dans la loge de Schwarzenegger, et il dit il y a un truc, c'est pas normal. Ils vont me niquer, ils vont reprendre le scénario de base ou un truc comme ça. Alors que pas du tout, c'est juste par sympathie qu'il était venu. C'est ça. Et alors d'ailleurs, ils sont tellement, justement, tu parles de ces problèmes de post-production et tout, ils sont tellement, il n'y a pas d'autre mot, dans la merde que il va lui aussi, peu de temps après, refaire appel à Shane Black et à Abbott pour l'aider à terminer dans les temps le film, quoi. Et oui, parce qu'en fait, donc, la charge de travail va être totalement démentielle. Les dernières semaines vont se terminer par des 18 heures par jour de tournage, ce qui est absolument terrifiant. On est sur un rythme, pas mal, hein. On est sur un rythme de tournage un peu limite à la hongkongaise en fait, quand on y pense. D'ailleurs, le jeune acteur Austin O'Brien va même carrément faire un malaise à cause de la pression des harnais qu'il attache face à une gargouille durant la scène du film. Oui, donc c'est dire à quel point ça a été très très compliqué pour tout le monde, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a d'ailleurs en termes de casting, donc on retrouve Schwarzenegger, on retrouve donc le jeune Austin O'Brien, Charles Dance notamment fait l'antagoniste principal Benedict, qui normalement à la base devait être Alan Rickman, mais en fait ses exigences financières étaient beaucoup trop hautes pour l'époque. Finalement il comptait quand même certains argents et voilà, donc le tournage a eu lieu donc de novembre 92 à avril 93 pour une sortie en juin 93. Voilà. On vous rappelle. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait déjà fait l'émission sur Terminator 2. On est vraiment sur les mêmes exigences de travail, donc c'est-à-dire qu'on est sur du montage limite à la fin de la journée de travail pour recommencer à faire du montage la nuit, pour recommencer le tournage le jour, pour remonter la nuit. C'était quasiment ça non-stop jusqu'à donc la date de sortie butoir qui n'a pas changé, donc le 18 juin 1993. Mais avant ça, là, on va parler quand même du film, on va parler de l'histoire du film et finalement l'histoire est quand même assez méta-cinématographique. Carrément. C'est l'histoire d'un jeune enfant, Danny, qui a 11-12 ans et qui a une famille un peu particulière. Son père est mort, sa maman, elle est obligée pour pouvoir subvenir à leurs besoins de faire plein de petits boulots. Et du coup, la manière qu'il a de survivre à tout ça, c'est de se réfugier dans les films. Il adore les films. Il va au cinéma, dans un vieux cinéma new-yorkais un peu délabré, tenu par un monsieur un peu fou et qui l'aide à rentrer dans ce truc de s'enfermer dans les films. Et du coup, il ne vit que par les films. Il lui propose de voir en avant-première le dernier Schwarzenegger, le dernier Jack Slater, le 4. Voilà. Donc en fait, c'est les projections avant les avant-premières ou avant les sorties officielles. Généralement, en fait, les projectionnistes lancent le film pour vérifier si tout va bien, notamment aussi vérifier la qualité du son, quoi. Il lui dit qu'il a un billet magique à lui donner, un billet qui lui a été remis par Houdini en personne, et qui lui dit que ce billet, il a un peu sa propre volonté, et il permet d'entrer dans les films. Et c'est ce qui va arriver, puisque Danny va rentrer dans le film, et de là, s'ensuit toute une histoire avec un vrai thriller. Ou la première interaction donc de brisage de mur avec on va dire la toile. C'est donc la dynamite balancée par les méchants vers Slater qui atterrit donc dans la salle de cinéma, qui va donc propulser le jeune Danny dans le film carrément, et il se retrouve voiture. Dans la voiture de Jack Slater, alias Schwarzenegger. Et on rentre à partir de ce moment-là, comme tu le disais tout à l'heure, écriture de Shane Black, je pense, on le ressent là, buddy movie, sauf Totalement. que là, ça va pas être deux adultes, ça va être un enfant et Schwarzenegger qui vont notamment faire le gamin qui comprend à un moment donné, donc il se dit non merde, c'est moi le rigolo de l'histoire, et en fait voilà, après on fait une petite parodie d'E.T. et il termine dans les buissons.
Mais voilà, ouais, c'est ça en fait aussi. Forcément, tout le film est méta-cinématographique, comme Tout je à l'ai fait. dit. Donc, de par sa production, en fait, d'ailleurs, Last Action Hero, en fait, semble être qu'un simple film mercantile et cynique. Mais en fait, on est très très loin Très de loin de cela. ça. En fait, on est bien plus qu'un exercice parodique. En fait, on est plutôt sur un véritable hommage, bien plus qu'au cinéma d'action, mais au cinéma tout court. En fait, on a plusieurs références, notamment à la fin, parce que finalement, donc le méchant Bénédicte comprend le principe du ticket magique et veut ramener tous les pires saloperies sur Terre. Et notamment, donc, par exemple, on voit la référence au 7e saut avec la mort, d'ailleurs, qui est campé par Ian Et McKellen. McKellen, ouais. On a aussi, il fait tout plein de références, de citations, de personnages comme Freddy Krueger ou autres. Donc on comprend aussi à quel point le film a envie de se centrer, d'être ancré en fait dans cette génération-là, dans le cinéma des années 90, qui est donc en fait forcément l'enfant des années 80, qui a envie aussi d'une certaine manière de s'émanciper, comme a envie de le faire finalement Bénédicte, mais pour les mauvaises raisons. On a aussi toute cette réflexion sur... ils ont eu une réflexion aussi sur est-ce que ce film est un film tout public qui est à Alors, toute la famille. ça a été un gros sujet parce qu'en fait, même pendant toute la production, ça a été un problème. C'est-à-dire qu'en fait, au tout départ, donc, le film s'appelait Extremely Violent. Il y avait des scènes de violence extrême dans le scénario de base que Schwarzenegger n'a pas voulu, qui a été modifié, qui a été rechangé. Mais même pendant la production du film, même pendant les tournages du film, à chaque soir, il se posait la question, Schwarzenegger et même McTiernan, genre, est-ce que en fait, on est en train de faire un film familial ou est-ce qu'on est en train de faire un film d'action où il y a quand même une certaine violence, un certain degré de violence présent à l'image, quoi. Est-ce que c'est un film sur l'enfance ou un film pour les enfants? Voilà. C'est toute la question qui va se jouer et dans la production et après dans la post-production avec tout ce qui est affichage et tout. Est-ce qu'on continue à mettre un enfant avec un flic à côté avec un pistolet et une dynamite dans les mains? Est-ce qu'il y a toutes ces questions qui vont se poser au fur et à mesure du tournage du film en fait, et de la création du C'est film? pour ça on peut le voir en fait finalement aussi comme un conte pour enfants en fait, typique des années 90. On est sur de la croyance éperdue en l'autre en fait, notamment la hantise et la solitude que l'on peut retrouver déjà dans un certain spleen des années 90. Danny, c'est un personnage qui est orphelin, il est à la recherche d'un père. Jack Slater de l'autre côté en fait c'est un père meurtri qui est à la recherche d'un fils. Donc en fait voilà, le film en fait se dote en fait d'un espèce de, au-delà d'être un espèce de spectacle grandiose et notamment d'être riche en action, c'est aussi un film avec un humour dévastateur qui finalement va aussi atténuer la violence et le sentiment de destruction qui est très premier degré finalement. Et il y a vraiment cette frontière entre le monde réel et le monde fantastique. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant en fait avec cette idée-là, c'est qu'en fait McTee, lui qui propose toujours un peu de parler un peu de ses hantises dans son cinéma, on le voit un petit peu notamment dans Piège de cristal ou d'autres. Ici, en fait, il va profiter du propos méta-cinématographique en fait pour vraiment traiter son sentiment étrange en fait entre vis-à-vis de l'Amérique en fait, entre cette attirance, répulsion des deux pôles et surtout notamment donc cette vision de la côte est, donc la vieille ville usée, dégueulasse, où on ne se sent pas en sécurité, et de l'autre la côte ouest, donc qui est jeune et artificielle. Dans ce film, donc la côte est tel que l'on voit donc à New York, c'est le monde réel, donc il pleut, il fait nuit, il fait moche, même les gamins se font agresser, voilà, tout est sale. Tout est sale, que ça soit le poste de police, les appartements, enfin on sent quelque chose de poisseux un peu. Et l'autre côté, donc le monde du film, donc ça se déroule à Los Angeles, c'est la côte ouest, donc comme je disais, c'est jeune, c'est artificiel. Il y a aussi un aspect très cartoonesque forcément, parce qu'il a envie aussi de rajouter là-dessus. Donc c'est pour ça que par exemple on voit les logos, Acme, voilà. Donc en fait, parodie oblige, en fait, forcément, il se moque ouvertement des clichés. Il va formaliser la vision des New-Yorkais envers les Californiens et vice-versa, en fait, finalement, à travers ce film aussi. Carrément, oui. Et tout ce truc où tout est beau et de l'autre côté, tout est sale et le seul endroit, ce qui est un peu drôle dans les anecdotes qu'on peut voir, c'est que le moment où ils sont censés filmer le moment de promotion du film dans un Times Square qui est propre et tout, et quand tu regardes dans les années 90 en fait on est plutôt du côté où normalement Times Square, tout le côté qu'on connaît maintenant de l'Amérique et tout était quelque chose de plutôt sale, où c'était plutôt il y avait plutôt de la drogue, des prostituées, et donc du coup ils essaient de transformer la vision ça. sale de New York, en fait, c'est vrai que maintenant on est en 2025 donc on n'a plus trop cette vision là, mais vous le voyez dans les cinémas dans les
depuis les années 70, 80, 90, c'est là où le crime était immensément haut. Par rapport au nombre d'habitants. On avait donc forcément des films qui avaient une vision très terne et ça on peut le voir depuis Taxi Driver de Scorsese de 74. Qui d'ailleurs dans la première mouture, dans le premier texte qui avait été écrit, il y avait une inspiration justement de Taxi Driver, de ce truc-là, de ce New York un peu poisseux et tout, quoi. Ouais, carrément. Et c'est ce que le film a gardé finalement, cette vision des deux choses, des deux mondes. Mais c'est vrai qu'en fait, donc, j'ai oublié de le dire, mais tout comme Cinéma Paradiso, il remet finalement en avant aussi l'importance en fait des salles de cinéma avec ce film. Et en fait, forcément, c'est rajouté par ce côté en fait fantasy. On a vraiment le film là en fait n'a vraiment que son aspect fantastique par le biais du pitch de base. Donc l'idée que Danny en fait puisse rentrer dans le cinéma, enfin dans le monde du film de Jack Slater. Par le biais du fameux ticket magique, quoi. Et forcément, ça tombe finalement dans cette espèce de film d'action délirant qui a comment dire, d'une certaine manière un procédé assez distanciel par rapport à la vision du gamin, mais Danny Martigan en fait c'est cette vision que l'on a sur les contradictions, sur les rêves on va dire affublés du cinéma. Donc c'est à dire que ah oui tiens on sait que ça et ça par exemple on a toutes les comment dire, on a les mêmes références que lui dans le film, que ce soit par exemple quand il parle de Mozart. Les phrases, toutes les références mises en place, oui. Que ce soit par exemple quand il rentre dans le poste de police et qu'il voit Sharon Stone et qu'il voit Robert Patrick qui sont en train de passer, il est surpris, il comprend pas qu'est-ce qu'ils font là. Sharon Stone joue Catherine Tramell de Basic Instinct, Robert Patrick joue donc forcément le T-1000 de Terminator 2. Donc toutes les références sont là en fait. Et on est vraiment ce gamin parce qu'on a été... en plus, nous, étant jeunes, on avait à peu près le même âge que Danny Manigan dans le film. Et on a ce truc où on a été bercé au film d'action, on a été bercé à Stallone, on a été bercé à Schwarzenegger, Jumeaux, le flic à la maternelle. Enfin, c'est des choses, c'est des références qu'on a forcément. On a une référence où en fait Stallone et Schwarzenegger se faisaient une énorme concurrence. Et aussi, franchement... des blagues très très méta et même on va dire très bas de plafond d'une certaine manière. Dans Last Action Hero par exemple, il y a donc Stallone dans le rôle de Terminator 2 dans le monde de Jack Slater, alors que par exemple dans Demolition Man, Stallone, quand on lui parle du président, il y avait le président Schwarzenegger et lui dit refoutez-moi dans le frigo. Mais ce qui est très intéressant en fait aussi sur cette vision-là, sur cette manière de travailler l'histoire et notamment sur cette manière de travailler sur le côté métacinématographique, c'est peut-être, je pense, le personnage le plus important dans cet aspect-là aussi, c'est forcément celui qui va insuffler toute l'escalade à la violence à la fin du film. Donc c'est le personnage de Benedict qui lui comprend en fait quasiment dès le départ, parce que finalement c'est le seul personnage intelligent de tous les méchants dans le milieu de Jack Slater, parce qu'il rajoute forcément des couches, notamment sur le personnage d'Anthony Quinn et même sur le tueur en série de Jack Slater 3. Lui il explique en fait, il comprend que dès le départ il est dans un film et qu'en fait dans les réalités les méchants peuvent gagner. Et donc son but ça va être forcément après comme j'ai dit, donc de ramener la mort, Dracula ou autre, toutes les possibilités infinies qu'il peut faire. De se rendre compte de la différence entre le monde du film et le monde de la réalité, ou dans le monde du film à chaque fois qu'il y a un crime qui est commis, il y a tout de suite les flics qui arrivent tout de suite. Et là il se retrouve dans un garage, il bute un mec et le seul truc qu'il a comme réflexion c'est oh tu vas la fermer. Oui. Et donc du coup il y a ce truc, c'est complète comment dire, justement t'as tout ce truc sur les films d'action qui sont violents. Là McTiernan ce qu'il fait c'est qu'il renverse cette question de la violence et qu'il la ramène dans la réalité. Et c'est ça qui est assez fou, assez fort avec ce film. C'est qu'on en rigole, mais en même temps, il te ramène ça et dit... Et cette notion de danger, on la reçoit encore un peu plus derrière, quand notamment le gamin est véritablement en danger dans l'histoire, quoi. Mais c'est vrai, en fait, donc, comme je disais, donc, McTiernan arrive toujours quand même à insuffler, donc, notamment des éléments personnels. Il va forcément aussi garder ce côté commande et finalement... c'est ça aussi la force du film, c'est pas seulement le propos, le côté méta-cinématographique, c'est la technique de ce film. Parce qu'il faut quand même le revenir là-dessus, et c'est principal, c'est à quel point en fait Last Action Hero, c'est même, je trouve, un exploit d'avoir fait un film de cette qualité-là. Alors forcément avec tout l'argent qu'on peut, ça forcément il n'y a pas de problème, mais surtout avec les contraintes de temps, les contraintes techniques d'une certaine manière, c'est assez impressionnant, et notamment je trouve qu'en fait c'est une réussite filmique malgré la production donc ultra tendue, mais voilà, en fait c'est un film qui a notamment
McTiernan travaille beaucoup sur la profondeur de champ à travers ce film. Donc en fait, ce qui permet en fait de nous donner beaucoup de détails sur ce qu'on voit à l'image, et il va travailler ça donc avec son chef opérateur, que ce soit donc sur les scènes de la réalité ou que ce soit sur les scènes dans les films à la Jack Slater 4. Parce que finalement, comme ça en fait, on est vraiment poussé, il va pousser le spectateur à avoir à appuyer la vision de Danny sur le LA, et forcément Slater sur la vision du vrai New York. Il va vraiment interpréter les deux de cette manière-là, quoi. Et comment aussi il se joue aussi des codes du film quand tu le vois, quand il est à l'intérieur du film et quand il est à l'extérieur, et que quand vous voyez Danny au cinéma et qu'il voit vraiment le film est tourné un peu comme un arme fatale avec les bandes et tout, les plans vraiment très film américain des années. Et puis à partir du moment où il rentre dans le film, il te filme encore d'une autre façon tout ce qui se passe à l'intérieur pour te refilmer aussi la réalité différemment. Il suffit de voir par exemple la première scène de course-poursuite, donc elle est ultra détaillée, il y a vraiment un montage très, très calibré, donc très propre à ce que faisait McTiernan, et ce que va faire McTiernan d'ailleurs par la suite avec Une journée en enfer. Mais c'est vrai que là en fait on le voit, on est sur une séquence de course-poursuite, donc deux véhicules qui se suivent, donc avec un montage très simple, un véhicule à l'avant, un véhicule à l'arrière, le véhicule à l'arrière avec Slater, le véhicule à l'avant avec les méchants, qui notamment vont continuer à essayer de bombarder Slater, qui forcément va récidiver avec son arme à feu, avec tout ce montage musical qu'il met en place, notamment avec la musique d'ACDC. Bref, ça marche très bien sur le côté très, très visuel en fait. Et de l'autre côté, vous avez aussi une petite scène de course-poursuite qui va se dérouler donc entre Benedict et donc Slater, et notamment donc la scène avec les taxis. Dans la réalité, voilà. Et donc en fait il y aura une confrontation où les deux véhicules seront face à face, et Slater dans sa confiance en fait de flic de Los Angeles dans un film, donc va jouer sur le côté en fait de faire le vrai face à face quand les deux véhicules vont se percuter, quoi. Sauf qu'il sait très bien qu'en fait ça va pas arriver, comme on le sait que ça va pas arriver, parce que finalement on est dans le monde de la réalité. Donc le jeune Danny le sait lui aussi, il lui explique de pas le faire, et on le voit à travers cet arrière-plan, donc je parlais de la profondeur de champ, où les deux véhicules se percutent avec une violence quand même assez forte. Inouïe. Qu'on n'a pas dans le film, juste dans le film de Jack Slater. On en rigole, mais on comprend aussi le risque que le personnage peut mourir. D'ailleurs, il le comprend aussi après. Donc, Et puis que ça soit après la suite, il comprend que ce n'est pas qu'il a changé complètement de lieu et qu'il est plus aussi sûr qu'avant, quoi. Voilà. Et ça transforme, et c'est ça qui est aussi fou avec ce film, c'est que ça va même transformer son psyché, son truc de mais qu'est-ce que ça veut dire être le héros, qu'est-ce que je suis devenu, jusqu'à ce qu'il voit Schwarzenegger qui lui dit tu m'as détruit ma vie en fait. Tu m'as fait que du mal, et c'est génial d'avoir cette réflexion. Finalement, cette réflexion est très intelligente, parce que forcément, pourquoi il lui a fait du mal ? Parce que toutes les histoires que vit Slater, donc qu'on comprend à travers le film, à travers toute la longueur de la Section Hero, c'est un flic qui est un peu borné, donc qui est forcément déjà perdu sa plaque, qui a retrouvé sa plaque, qui va reperdre sa plaque. Il a perdu sa femme, elle reviendra jamais. Il a perdu son enfant. La situation avec sa fille, c'est un peu plus ou moins compliqué aussi. Donc en fait, voilà, c'est un personnage complexe, typique pour le cinéma, on va dire, global. Mais forcément, en fait, comme il le dit lui-même, en fait, on est juste que des jouets, en fait. On est juste que comme il le dit à Danny, en fait, quand il arrive à New York, en fait, il fait « Comment veux-tu que je me ressente ? Comment veux-tu que je ressens, en fait, alors que je viens de comprendre qu'en fait, que je suis qu'un simple jouet pour un système de divertissement. » Un système qui est beaucoup plus grand que moi, et je peux rien faire, quoi. Voilà. C'est assez... la réflexion autour de ça est assez folle, quoi. Et assez... et dans la mise en scène, dans la... Tout est... Et ce qui maintenant nous semble, enfin même à l'époque, semble parfait en fait dans le film. C'est vraiment bien construit, quoi. Et encore une fois, comme tu le dis, avec le temps qu'il a eu, les délais aussi courts, c'est que ça force le respect, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez, c'est un produit filmique qui est assez fort, quoi. Même avec les effets spéciaux, puisqu'il y en a quand même quelques-uns, que ce soit dans la bande-annonce et tout. Ouais. Le mec qui te renvoie sans y penser, il te renvoie à ce qu'on voit maintenant avec les Avengers, les Marvel, tous les films Marvel et tout, ou des reprises de livres ou de choses comme ça.
et Mais qui il te le suffit- stylise mais oui, bien avec sûr. un peu à la Alors, Sin City et la tout. stylisation du film, ça se voit par le personnage de Slater. Rien que on va dire le costume de Slater, il est simple. C'est un jean, t-shirt rouge et une veste en cuir. Enfin, une veste en cuir brune. Donc, en fait, voilà, en fait, c'est un personnage lambda. Mais en fait, quand vous le voyez, sa posture, forcément, c'est Schwarzenegger derrière. Mais il y a toujours une posture de vrai putain de flic, en fait. C'est vraiment le personnage avec le gros Desert Eagle et compagnie. Et ça joue forcément sur tous les clichés. Mais il y a le côté très poseur. Et forcément, tu parles de Marvel, c'est bien parce que forcément, Marvel, eux, ils ont leur propre en fait référence par rapport à la BD. Mais Last Action Hero, en fait, c'est tout un pan en fait du 7e art dans le côté action que l'on a pu voir sur les 10 dernières années, en fait. Enfin, par rapport à la sortie du film. Hein, Ah ouais, carrément. Non, mais il y a plein de trucs qui sont tellement assez fous avec ce. Moi, je repense à. Parce que, comme tu parlais de la simplicité dans le film, quand il sort de chez lui et que pour pouvoir aller à la voiture, le mec, il te fait un saut périlleux avant, il ressaute sur un truc, il ressaute. Toujours le truc hyper propre, hyper fort, le mec, et toujours aucune égratignure. Le mec tombe dans du goudron, il ressort, il s'essuie un coup, c'est bon. Et c'est bon, il a il plus est rien. nouveau propre. Tu dis, mais n'importe quoi. Mais c'est ce qui participe. Et puis après, quand il arrive, et le premier truc qu'il fait, c'est éclater une vitre, il s'explose la main, il en peut plus. Et il fait, ça fait super mal et tout. Oui. Quand il arrive dans le monde new-yorkais. Donc, et oui, voilà. C'est comme ça, en fait. C'est des petits détails qui vont permettre, en fait, à ce que le spectateur soit totalement, en fait, ancré et qu'il garde cette suspension d'incrédulité, alors que le film, tout du long, il va être contrebalancé par des idées un peu loufoques, très cartoonesques, notamment quand il va être à Los Angeles, mais il te fait comprendre, bah non, vous êtes dans un film, donc forcément, il arrive ça. Et après, quand revient le monde réel, tu fais, ah oui. Et ce qui le est drôle, contraste est là. comment il arrive Pas seulement visuel. Comment il arrive aussi à ramener les choses de l'histoire du film, de dire on est dans un film parce que à chaque fois le méchant il a un plan et il y a des gens qui l'attaquent et tout, et quand il revient dans la réalité, ils se font un peu attaquer déjà c'est comment tu ramènes les choses que tu as fait du film. Tu dis c'est la réalité, mais attention, vous êtes quand même, t'as quand même cette histoire de maintenant Danny c'était lui, maintenant vous êtes le Danny et vous voyez ce qui se passe, et donc t'as le truc du journal qui est Jack Slater qui retrouve le journal dans le taxi et qui comprend le plan de Bénédicte, eux qui disent généralement il y a toujours le méchant autour de nous, paf, il tombe sur le méchant. Tu as toute cette construction aussi qui est superbe, quoi, qui est bien ficelée. Et d'où l'importance en fait du traitement du personnage de Danny dès le début du film. Carrément. C'est-à-dire on est sur un gamin où on fait forcément s'apitoie sur son sort, il a perdu son père, sa mère est jamais là, et son seul recours pour sortir de ce monde assez horrible, c'est le cinéma. Et d'ailleurs la seule chose qu'il veut faire en fait à un moment donné, donc, c'est aller à cette projection spéciale. Donc il va ne pas suivre les ordres de sa mère, sortir après minuit. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il ouvre la porte, il se fait agresser. Donc en fait voilà, il y a tout ce contexte en fait forcément qui est très important dans ce film, quoi. Et du coup donc on va donc revenir sur la sortie du film, et comme je le disais donc la firme Columbia voyait en Last Action Hero le futur des plus gros succès de 1993. Donc ça a été un film qui est le fruit donc d'une pré-production laborieuse, comme je le disais, un tournage à l'arrache et une catastrophe marketing. Car oui, comment dire, en termes de marketing, il y a une histoire qui est très intéressante avec le marketing en fait. C'est que en fait la production voulait à tout prix éviter que les rumeurs, notamment de tournage chaotique, soient balancées par la presse, soient enflées, et que ça va poser problème à la sortie du film. Donc ils vont tenter de compenser ça par une promotion assez tapageuse. Et notamment les exécutifs pensaient faire une très très bonne idée, notamment de sponsoriser, de devenir une publicité pour une fusée spatiale. Donc la fusée Conestoga 1620. Alors le destin de cette fusée, en fait, je pense que ça semble du même apport en fait que le film. Celle-ci fut retardée de 2 ans de son lancement, et en plus elle explosa en plein vol. Je trouve que la métaphore est absolument parfaite, parce que finalement donc le Last Action Hero, qu'est-ce qui va se passer? Le film en fait, alors je dirais pas que le film a été un bide total. Non. Parce que le film a marché. Eux, par rapport à l'estimation qu'ils en avaient faite, voilà. Ils se sont rendus compte. D'ailleurs, même eux, avant que le film ne sorte, ils ont refait des estimations à la baisse. Je crois qu'ils s'étaient dit que le premier week-end, ça serait aux alentours de 50 millions. Voilà. Puis après, ils sont allés aux alentours de 22 millions pour qu'au final, le film fasse, je crois, 15 millions aux États-Unis sur le premier week-end. Ce qui est
pas pour un film comme ça avec le budget que ça a coûté, qui était pas du tout très bon, quoi. Oui, en fait, donc le premier week-end d'exploitation de Last Action Hero en fait va être de 15,3 millions. Et il faut dire également que la presse US n'a pas été tendre à sa sortie, notamment Time qui attaque la pauvreté du pastiche. Variety assomme en mentionnant que Last Action Hero est une machine filmique sans joie et sans âme. Donc forcément, ça n'aide pas non plus à ce que le film soit sorti sous de meilleurs augures. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui est très important, comme je le disais, donc l'historique de la fusée, c'est qu'en fait, en plus, elle a coûté donc $500 000 en termes de sponsoring. Ça montre à quel point en fait ils ont une non-capacité en fait à gérer leur budget et forcément à pas réfléchir sur les bonnes situations. Parce que finalement donc l'un des éléments que l'on peut corroborer aussi suite au non-succès de Last Action Hero en salle, c'est dû à un autre film qui va devenir un phénomène absolument mondial et encore à l'heure actuelle qui est une immense licence. C'est Jurassic Park. Jurassic Park en fait est sorti une semaine plus tôt. Et la première semaine d'exploitation de Jurassic Park était quasiment à 60 millions. C'est ça. Et il a rapporté 47 millions en 2 jours. Alors, non, le budget de Jurassic Park était de 60 millions. Et il a rapporté 47 millions sur la première exploitation le week-end, quoi. En 2 jours. Ouais. Le raz-de-marée... Il est fou. Il est total. Non. Il est total. La deuxième semaine d'exploitation, donc la semaine de la sortie de Last Action Hero, le budget, comment dire, le nombre d'entrées, j'arrive plus à retrouver mes mots, c'est un truc de fou. De Jurassic Park, en fait, donc le deuxième week-end donc d'exploitation, il est à 38,4 millions. Donc la courbe n'est quasiment pas redescendue. Alors que la deuxième semaine d'exploitation de Last Action Hero est complètement fatale à la sortie du film. Et va être sorti après au bout de la troisième. Je crois qu'au final, ils ont fait quelque chose comme peut-être 30 millions, je crois, peut-être entre 22 et 30 millions rien qu'aux États-Unis. On est sur des chiffres pas très bons. C'est pas très bon. Ce qui est pas mauvais non plus, mais ce qui n'est pas très bon. Par rapport au budget du film. Voilà, c'est ça. Ils ont donc du coup, c'est vrai que ça a été un coup dur pour eux, mais c'est ça qui est fou. La date, donc on l'a dit, la date était prévue au 18 juin 93. Ils ont su que le film allait sortir le 11 juin 93. En plus, il y avait beaucoup de retours, d'avis, de critiques qui disaient que le film était un film sans précédent, que ça allait tout cartonner. C'est un film sans précédent parce que forcément Jurassic Park, donc avec la technologie numérique, va être utilisé à bon escient. On est sur encore on va dire une échelle supplémentaire de ce que l'a été avec Terminator 2. Terminator 2 qui a été forcément le plus grand film en termes de budget, en termes de sortie en 92. Donc en fait là on est vraiment sur l'ère du renouveau avec le cinéma numérique et utilisé à très bon escient comme je le disais. Donc Jurassic Park va être de cela et forcément le film va devenir complètement un phénomène, c'est-à-dire même pas seulement le meilleur film en termes de rentrée, en termes de budget pour 1993, mais il va devenir un phénomène complet, quoi. Donc c'est-à-dire que tous les films sortis à côté vont être complètement rasés de la surface. C'est comme s'ils n'existaient plus, c'est fini. Mais après tu vois Jurassic Park, ça se voit que c'est devenu quelque chose un objet filmique assez fou, c'est que même encore maintenant, il y a encore des films autour de Jurassic Park. C'est pour ça que je dis que c'est encore une licence produits, c'est assez fou, quoi. Il y a très peu de et même le premier film. Je pense qu'à chaque fois qu'il passe à la télé, il doit faire un carton, mais pas possible. Oui. C'est quelque chose qui marche encore maintenant, quoi, qui est devenu vraiment un objet culte du cinéma, quoi. Et donc, comme je le disais, donc Last Action Hero forcément va en pâtir, mais aussi, comme je le disais, donc il faut pas totalement relier Jurassic Park avec le non-succès de Last Action Hero. Il y a aussi forcément les avis presse, mais aussi et surtout forcément cette espèce de campagne publicitaire tapageuse qui a forcément aussi provoqué un certain dégoût du spectateur de base, quoi. Ah bah oui. Alors c'est vrai que tu parlais de la fusée, mais il y a aussi cet énorme Arnold Schwarzenegger, Jack Slater en géant, en ballon gonflable qui a été mis un peu partout, qui a été mis notamment à Cannes, parce que quand ils sentaient que le film, quand ils ont eu les échos que le film de Jurassic Park allait être une tuerie, ils se sont dit il faut qu'on attaque l'Europe, dans la promotion, voilà. Et donc ils sont partis en Europe avec cet énorme truc, ils sont allés au Festival de Cannes avec cet énorme Jack Slater en ballon, qui n'a pas plu non plus. Les gens ont critiqué ça aussi, ce truc un peu tapageur. Malgré le fait que Schwarzenegger, qui est quand même quelqu'un assez doué en promotion,
n'a pas pu sauver forcément le film avec ça. Non, alors non. qu'il gardait un petit peu le costume aussi. Il avait forcément ce costume de Jack Slater, donc ce t-shirt rouge, cette veste brune et tout. Mais il ne pouvait pas aider forcément le film à faire plus d'entrées en fait. Tout corrobore en fait c'est pas seulement un coup du sort, tous les facteurs en fait sont faits pour que le film aussi n'allait pas être le succès escompté quoi. Ne fonctionne pas tout à fait, que ça soit au niveau comme tu disais, de la production aussi, même s'ils ont essayé d'étouffer les rumeurs et les différentes choses qu'il y avait sur le tournage, ils n'ont pas réussi à tout étouffer, ne serait-ce qu'une fois, je crois que c'est le premier jour de tournage, ils font scène d'explosion, la maison de l'oncle de Jack Slater qui explose, et en fait au moment de l'explosion, il se trouve que, donc c'est à Los Angeles, les maisons aux alentours, les fenêtres qui explosent, tout explose. Et donc, du coup, tout le monde se plaint, dit ouais, mais non, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Du coup, ils ont dû faire face à ça, faire face à plein d'autres trucs en même temps. Donc, du coup, ils essayent de contrebalancer avec ces effets de marketing et tout, en disant ouais, mais vous avez vu la fusée même chose. Normalement, ça devait être un concours national et on devait ouvrir avec je trouve ça absolument incroyable, l'histoire de la fusée. La fusée qui devait sortir donc quasiment, enfin qui devait être lancée quelques jours avant la sortie du film, qui finalement a été retardée de 2 ans pour au final exploser en plein vol. Je trouve que la métaphore est absolument terrible avec tout ce qui s'est relayé dans cette histoire-là, quoi. Mais finalement, donc, au fur et à mesure, Last Action Hero est devenu ce film culte que l'on connaît. Carrément. Mais et pourtant il n'a pas bougé d'un iota. Ah non, il est toujours le même. Mais c'est ça qui est fou. Je pense que c'est la vision qu'on a dessus aussi qui fait qu'on change son point de vue. Moi, je trouve que c'est un film qui est assez exceptionnel quand même. Tu l'as dit, que ça soit par rapport à la critique de notre mode de consommation et de notre mode de consommation. En fait, tout ce qu'il a, c'est ça qui est assez fou, c'est que tout ce qu'il a fait, qui a fait que ça s'est cassé la gueule, c'est tout ce qu'il critique dans le film aussi. Et il a essayé d'amener ça, à dire voilà, tout le côté merchandising, attention, tout le truc à côté là, vous avez vu, on fait des trucs en grande pompe, il faut montrer qu'on a créé aussi le Planet Hollywood, les choses comme ça et tout. Et malheureusement, il y a tout qui se casse la gueule, alors que ce film était cette scène en plus où l'agent de Schwarzenegger, enfin l'agente de Schwarzenegger se fout un peu de sa gueule. Non, c'est peut-être sa femme, je sais plus. C'est sa femme qui dit surtout tu parles pas de ça. Surtout tu parles pas de ça, tu te parles pas de ça, et puis il parle de ça et puis il fait merde. Et même après tous les trucs qu'ils ont essayé, parce qu'il y a des moments aussi, le nombre de caméos qu'il y a dans le film est aussi en lien avec énormément de monde des gens qui ont travaillé avec notamment Schwarzenegger ou d'autres. On retrouve par exemple Billy Crystal, on retrouve donc même Jean-Claude Van Damme, Tina Turner. Et il devait même avoir, alors ça n'a pas été fait, mais je pense que ça c'est un problème entre Universal et Columbia. En fait, il devait même y avoir Sam Neill qui devait faire un caméo au moment où il tombe dans ce lagon avec les dinosaures et tout, qui devait venir déguisé en professeur Grant de Jurassic Park. Oui, non, c'est vrai que la Columbia Universal, c'était un petit peu la guerre, donc voilà, c'est pour ça aussi. Et finalement, donc la guerre Universal l'a gagnée en 93. Mais ouais, donc Last Action Hero finalement est devenu ce film culte, ce film pas instantanément culte, mais il est devenu instantanément culte grâce à la vidéo quand même. Et je dirais aussi en France, par chez nous, par la première projection sur la télévision, donc sur Canal+. Qui a un peu redonné ce blason en fait du film, pas qu'un simple film d'action comme tout le monde pouvait penser à croire, vraiment comme un film très méta on va dire du monde ou de la vision de ce qu'on pouvait donner d'Hollywood à cette période là quoi. Alors oui. J'allais dire, c'est un film aussi qui les a beaucoup marqués, en fait, que ce soit Schwarzenegger, tu disais, c'était le premier film dans lequel il était producteur. Oui. C'est un film qui, après la sortie et les déboires que ça a pu avoir, il a fait une mini-dépression où il se sentait vraiment, c'était compliqué pour lui. Oui, parce qu'il faut le savoir, c'est que Schwarzenegger, en fait, donc c'est quelqu'un qui bosse énormément sur ses projets. Comme je le disais au tout départ, donc quand Schwarzenegger n'est pas satisfait, donc on recommence. Il a toujours cette façon de travailler, en fait, donc où il est très calibré, très... il prépare tout à l'avance. C'est pour ça qu'en fait, d'ailleurs, c'est pas qu'il demande de pas faire beaucoup de prises, c'est qu'en fait, il est très très sûr de ce qu'il fait en fait. Et c'est pour ça qu'il collabore avec des gens comme dès le départ avec James Cameron ou d'autres. D'ailleurs, James Cameron, il lui a fait très bien comprendre, et c'est pour ça qu'il l'utilise par la suite, notamment ce terme-là, c'est qu'en fait, je suis un outil. Je suis un outil pour le projet filmique. Je suis là pour aider le réalisateur, je suis là pour... Tu m'indiques ce que je dois faire et je le fais.
Et c'est comme ça qu'il est devenu, en fait. Hein, Carrément. Et c'est quelqu'un qui se donne du début jusqu'à la fin, que ce soit dans le film, mais même au-delà du film, pour la promotion du film. La promotion, il est tout le temps présent. On parlait tout à l'heure des promotions qu'il a fait, des interviews et tout. Je lisais, quand il est allé au Festival de Cannes, sur les 2 jours où ils étaient là, il a fait 50 interviews et 50 interviews, 50 vidéos où il parlait du... Enfin, c'est assez fou, quoi. Sur les 2 jours où il était là, le mec se donne à fond, quoi. Il ne fait que ça pour que le film puisse fonctionner, quoi. Et croyez-moi, c'est ultra épuisant de faire des interviews à longueur de journée. À Cannes, c'est quelque chose d'assez impressionnant quand on peut le voir en vrai. En fait, vous avez vraiment une accumulation de journalistes qui attendent dans les chambres d'hôtel, enfin qui attendent dans les suites d'hôtel, en fait. Et c'est limite quasiment de la file indienne, en fait, parce qu'on est vraiment sur quelque chose où il faut absolument avoir l'interview avant le bouclage pour faire l'article le lendemain et compagnie, quoi. Donc c'est quelque chose de très très fort. Donc c'est pour ça quand même ils sont assez limités en termes de timing et c'est pour ça qu'en fait ils font également beaucoup de comme ça se faisait beaucoup à l'époque, en fait, les invités sur le 20h dans le journal télévisé ou autre. C'est ce qu'il a fait. J'ai retrouvé d'ailleurs le passage, et le passage dure 2 minutes 30. Et c'est ultra calibré. C'est-à-dire, il explique le film, machin et tout, et comment ça marche, quoi. Et même McTiernan, c'est quelque chose qui l'a aussi touché, l'échec du film. En plus, lui, il avait eu juste avant, l'autre film qu'il avait fait avant n'avait pas non plus fonctionné fort aussi. McTiernan, ça a été un peu plus compliqué. Si on revient pour faire le bilan, en fait, on va dire, de ce film, sur en tout cas les deux gros noms derrière ce projet, donc Schwarzenegger, c'est vrai qu'il a eu une mini-dépression, mais il aura la chance de redorer son image avec True Lies, parce qu'il va retravailler avec Cameron. Finalement, Cameron, ça a été quelqu'un qui lui a toujours permis de revenir et rebondir sur ses pieds. McTiernan, en revanche, il va se relever à peine finalement de la déception de Last Action Hero. Alors, il va quand même retrouver des couleurs, notamment avec Bruce Willis et son Une journée en enfer, comme je le disais, donc, qui va être le 3e volet donc, de Die Hard, mais il va connaître l'enfer par la suite. Parce que finalement, donc, les différents projets que va connaître donc, McTiernan, ça va littéralement se casser la gueule. On a tout d'abord le 13e guerrier, donc avec Antonio Banderas, où il va être le réalisateur, mais finalement il va être débouté avant la fin de la sortie du film, et il va être notamment refilmé et remonté par Michael Crichton, l'auteur du bouquin dont est adapté le 13e guerrier, ce qui forcément va lui mettre absolument mal, et il va encore amplifier encore plus cette parano qu'il a eu avec les producteurs, et ça va s'amplifier, ça va poser problème, et ça va même dégringoler sa carrière avec le film qui va suivre, le remake de Rollerball, qui va donc provoquer sa chute, notamment même faire des peines de prison suite à donc une enquête par le biais d'un privé qui était affilié avec la mafia à Los Angeles, et malheureusement donc ça a été le seul parmi toutes les personnes qui avaient engagé cet homme-là à avoir dit la vérité au FBI par téléphone alors qu'il n'aurait pas dû, et finalement il a dû faire une peine de prison à cause de cette connerie-là. Il a fait un an ferme pour l'affaire là. Un an ferme, exactement. Ouais, ça conditionne pas. Lui, il a vraiment, pour le coup, le pauvre McTiernan, il a vraiment pas eu de chance, quoi. Ça a vraiment tout s'est cassé la gueule. Alors, on peut le voir encore à l'heure actuelle, en fait. John McTiernan, c'est un réalisateur qui n'arrive pas à trouver les fonds nécessaires pour faire ses films. Voilà, donc en fait, très clairement, ce que l'on peut dire de façon assez triste, est-ce qu'on reverra un jour McTiernan ? Je ne sais pas. Je pense pas, non. Non, mais par contre, tu vois, Shane Black, lui, a réussi. Pendant 10 ans, il a fait d'autres petits trucs et tout. Après, pendant 10 ans, il a rien fait. Et maintenant, il est revenu sur le devant de la scène. En fait, il est revenu notamment par le biais de Kiss Kiss Bang Bang, parce qu'il a eu l'opportunité, la chance de le faire passer à Cannes à cette époque-là, en 2005, je crois. Ça a relancé un peu sa carrière, notamment en tant que réalisateur, cette fois-ci. Pas seulement scénariste, mais réalisateur. Donc, il a notamment fait des films après qui ont plus ou moins bien marché, notamment The Nice Guys, hein. Et après il a fait un Predator qui est pas bon. Non, qui est pas bon du tout. mais c'est voilà. Celui-là où il y a les 3 chiens Predator, on est d'accord, hein. Voilà. Oui, voilà. Mais voilà, c'est vrai que Shane Black, en fait, c'est aussi quelqu'un qui reste important quand même dans le milieu du cinéma américain, mais qui maintenant est plus aux portes du cinéma d'auteur qu'avec les grosses productions. Alors certes, il a fait avec le Predator, mais je doute que son prochain projet, vu comment le film n'a pas marché, il va pas être relancé là-dessus, quoi. Et même après, que tu vois sur les scénaristes et tout, que ça soit Zach Penn et Adam Leaf, si Zach Penn,
il a été un peu connu puisqu'il a fait l'adaptation de Ready Player One. C'est ça, et il a travaillé avec Spielberg. Oui. Mais sinon, c'est vrai qu'Adam Leaf, il a fait un film qui s'appelle Biodome, qui a eu un micro-succès. Mais... Ouais, voilà. Et puis après, il n'a plus rien fait. Zach Penn, à part ce Ready Player One, il a pas non plus, ça n'a pas non plus fonctionné. C'est vrai que... Dylan O'Brien... Non, c'est pas Dylan O'Brien, c'est quelqu'un d'autre. Austin O'Brien, le qui gamin, fait Danny. Lui, à part ce film-là, il n'a pas eu non plus de gros succès. Donc finalement, ceux qui s'en est le plus sortis, on va dire, c'est plutôt Shane Black et Schwarzenegger, mais qui lui après a eu une autre carrière complètement et qui s'est tourné plus vers la politique que vers le cinéma. Il a délaissé petit à petit le cinéma, quoi. Totalement. Après, bon, je pense que Schwarzenegger, dans sa tête, il avait déjà fait un peu tout. Et c'était un peu un tournant dans sa carrière aussi. Parce que finalement, on est au début des années 90. Il y avait cette façon, en fait, de se retourner un peu vers la comédie. Donc, on avait parlé notamment qu'un des scénaristes, un des script doctors, notamment donc, Ferguson, je crois, avait travaillé sur une des comédies qu'il avait faites. C'était non, ça c'est Goldman qui a fait un flic à la maternelle, mais je crois que c'était le film avec Danny DeVito. Junior, je crois. D'accord, ok. Voilà. Mais après, j'ai peut-être une connerie, mais je crois qu'en fait, voilà, on était à cette période-là, en fait. Oui, parce que même le cinéma d'action, en fait, les grandes stars du cinéma d'action voulaient se tourner vers la comédie. Chose que Schwarzenegger avait réussi à moitié. Et que Stallone avait totalement loupé complètement. C'est pour ça qu'après il se retrouve. C'est drôle, il y a un livre que je vous conseille qui s'appelle Il était une fois, c'est un hors-série de Rocky Rama qui parle de l'échec commercial de Last Action Hero et raconte justement ce moment où il va faire la promo au Festival de Cannes. Et il se trouve qu'au même moment, la même année, il y avait Cliffhanger qui devait sortir et qui devait ramener, parce que c'était la même chose, Stallone avait fait Rocky 3, Rocky 4 et Rocky 5 qui n'avaient pas fonctionné du tout. Rocky 5 surtout avait pas marché. Donc du coup il revient avec Cliffhanger qui est le réalisateur qui a fait ensuite, si je dis pas de bêtises, il avait fait Piège de Cristal 2, enfin Piège de Die Hard 2, le Piège de Cristal. C'est Russell Mulcahy, et du coup il revient sur le truc. Normalement le film devait faire aucun succès, il a finalement fait un bon succès aussi. Je crois qu'il est aux alentours, il a même dépassé Last Action Hero. Je crois qu'il était aux alentours de 38 000 à 40 millions de dollars de recettes. Et du coup voilà, il y a ce truc où on voit que lui il revient dans le truc de l'action. Schwarzenegger, il a essayé de faire aussi La course aux jouets. Enfin, il y a plein de films. C'est vrai, Junior, La course aux jouets, Un flic à la maternelle. Enfin, il en a fait beaucoup sur cette période. Jumeaux aussi, ouais. Il en a fait beaucoup sur cette période-là, quoi. Et je crois que True Lies, ça vient marquer vraiment un peu la fin de sa carrière. C'est un peu le dernier. C'est pas le dernier film qu'il fait, mais c'est un des derniers vraiment qui mêle ce truc, qui reprend un peu le côté un peu Last Action Hero, dans le sens où ça vient mêler l'action et la comédie aussi. Et ça vient reprendre ce qu'on connaît de Schwarzenegger, mais qui viennent le détourner aussi. Et puis ça a donné, c'est un remake de La Totale, quoi. Voilà. T'avais envie de le placer, hein, Claudie. J'ai très envie de le placer. Et voilà, donc on va terminer cette émission. Juste avant, je voulais rendre un petit hommage à cette émission. Je la dédie à mon ami Shems, qui nous a malheureusement quittés, qui était un des anciens de l'émission Grand Écran, qui c'était un ami, c'était un confident, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et je pense à lui, je pense à sa famille. On s'arrête là-dessus. On revient la semaine prochaine. Merci à toi, Guillaume. Merci à toi, Roland, pour cette émission. Et la semaine prochaine, normalement, je serai avec Sébastien, mais peut-être pas. Je sais pas. On verra bien. Suspense. Ciao tout le monde. RCN, www.rcn-radio.org